Aujourd'hui, je suis avec Iriché, Loris et Thomas pour la première émission Chajoum. On a plusieurs choses à vous raconter. Tout d'abord, le pourquoi de cette émission aujourd'hui. On voulait atteindre un spectre plus large, voilà, toucher un nouvel auditoire avec plusieurs thématiques sur l'actualité en France et en Arménie. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet sur le pourquoi de cette émission. Sur le pourquoi de l'émission, premièrement parce qu'on est un mouvement politique, donc forcément on a des idées à exprimer. Et, euh, et, euh, et jusqu'à présent on s'exprime par des tribunes écrites, par les réseaux sociaux, etc. Et on voulait un peu sortir, on va dire, de la graphosphère pour aller dans la vidéosphère. Et forcément, il y a des gens qui sont par exemple pas sur certains réseaux, qui n'ont pas forcément envie de prendre du temps à lire des choses, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un espèce d'isolat de liberté d'expression, en tout cas la nôtre, et personne ne se gêne pour exprimer ses idées. On s'est dit, nous aussi on va exprimer les nôtres, et, euh, il se dit à peu près toujours la même chose pour nous, hein, dans les autres médias arméniens. Donc on s'est dit, on a des choses à dire, on va les dire dans notre mini-média, entre guillemets. D'accord. Alors, pour rappeler, le groupe Charjoum, ou plutôt dirais-je le mouvement Charjoum, a pour volonté de rassembler les Arméniens sur des questions essentielles de la lutte arménienne sans pour autant prétendre à un quelconque parti politique. Charjoum se veut être un mouvement où la parole de chacun est écoutée, au même titre que tous les membres, où la singularité de nos profils sont également mises en exergue. Charjoum souhaite centrer la lutte arménienne sur la question de son émancipation, aussi bien dans l'Arménie qu'en France. La question est aussi essentielle, et la terre d'Arménie, qui sera une terre de justice lorsque ses habitants seront considérés égaux en dignité. Et Charjoum se veut également être un mouvement global concerné par toutes les formes de lutte des groupes discriminés et opprimés. Notre mouvement a mûri, changé par-delà nos rencontres, luttes, et toujours porteur d'idées à défendre. Et c'est quelque chose qui nous caractérise. Alors, on a parlé du pourquoi de l'émission. Maintenant, on va passer au point d'actu sur l'Arménie avec Thomas. Merci Caroline. Et du coup, évidemment, ces derniers temps, il s'est passé beaucoup de choses en Arménie. Il y a eu bien sûr la révolution de velours, qui a permis au peuple arménien de se débarrasser des oligarques, et en tout cas de certains d'entre eux, notamment Serge Sarkissian. Et un nouveau Premier ministre a pu arriver, qui était Nicole Pachinian. Malheureusement, la révolution ne s'arrête pas comme ça, tout n'est pas joué. Pourquoi ? Parce que Nicole Pachinian est arrivé, mais il est arrivé avec les partis qui étaient déjà présents à l'Assemblée nationale d'Arménie. Et ces mêmes partis étaient toujours au pouvoir. Il a réussi un coup de force en se faisant désigner Premier ministre par ces mêmes partis. Il avait déjà le soutien de l'Alliance Saroukian et du parti Tashnak Sutyun qu'il a obtenu au cours de la Révolution, voire après la Révolution pour certains. Il n'avait pas le soutien du parti républicain, c'est pourquoi il y a eu des grèves nationales qui ont été mises en place, qui ont été exigées par Nicole Pachinian. Et le peuple arménien a donc obligé le parti républicain à faire en sorte que ça soit Nicole Pachinian qui soit désigné Premier ministre. À partir de là, il y a eu donc tout un mouvement de lutte contre la corruption, contre les anciens oligarques. Mais Nicole Pachinian n'a toujours pas vraiment de base à l'Assemblée, et il pensait mettre en place des élections anticipées, afin de renouveler l'Assemblée pour qu'elle soit plus représentative de la volonté du peuple arménien, post-régime oligarchique de Serge Sarkissian, entre autres. Évidemment, pour les partis qui étaient déjà à l'Assemblée, ça sonne comme une mauvaise nouvelle, d'autant que certains, même si ce n'est tous, sont très proches déjà des oligarques, ou sont détenus par des oligarques. Donc ces mêmes partis ont cherché à bloquer les élections anticipées en en votant un texte de loi pour rendre plus difficile de nouvelles élections anticipées. Ce débat au Parlement a eu lieu le 2 octobre. Ce même jour, Nicole Pachinian a appelé les Arméniens à manifester contre, et il a tenté une espèce de coup de poker. Il a annoncé sa démission, il a dit qu'il démissionnerait, il a annoncé sa démission le 11 octobre, en pleine semaine de la francophonie par ailleurs en Arménie. Démission qui doit être effective le 15 octobre. Et du coup, son pari là-dedans,
c'est que si les partis à l'Assemblée ne peuvent pas se mettre d'accord, les élections anticipées, enfin les nouvelles élections devront avoir lieu. Donc son pari, c'est de se dire que les partis au pouvoir à l'Assemblée ne seront pas capables de trouver un Premier ministre qui fasse le consensus et que d'une façon ou d'une autre, il sera à nouveau le Premier ministre d'Arménie avec des nouvelles élections, mais cette fois-ci avec des partis qui lui sont vraiment favorables ou son propre parti, il aurait une base légitime à l'Assemblée nationale. C'est donc les derniers événements qui se sont passés en Arménie, en tout cas sur la continuité de la révolution de velours. Merci beaucoup Thomas. Tout d'abord, la révolution aujourd'hui à 6 mois, est-ce qu'il y a un bilan qu'on peut dresser à présent de cette révolution et est-ce qu'elle peut être qualifiée elle a été beaucoup remarquée sur la scène internationale justement pour cette révolution caractérisée par sa non-violence. Est-ce que tu as quelques mots à dire, à ajouter sur ce sujet ? Alors déjà, je voudrais juste revenir sur la non-violence de la révolution. La non-violence a été du côté des manifestants, du côté de la police, il y a eu de la violence. Bon, c'est quand même bien de le rappeler parce que révolution non-violente, ça dépend de quel point de vue on se place. Ceux qui ont fini à l'hôpital ne vous diront peut-être pas que c'était non-violent. Alors dresser un bilan au bout de 6 mois, c'est quand même assez tôt. Ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que Nicole Pachinian a vraiment mis en place une lutte contre la corruption, contre les oligarques, en tout cas au moins ceux qui lui étaient défavorables, mais sans juste chercher les petits oligarques, c'est aller jusqu'à Serge Sarkissian et l'ancien président Robert Kotcharian. Donc la lutte contre la corruption, elle a été réelle. Contre les oligarques, elle a été réelle. Maintenant, on en est à 6 mois. Il faut encore beaucoup de temps. Et d'un point de vue plus des politiques de Nicole Pachinian, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il va proposer, qu'est-ce qu'il veut proposer. C'est aussi dû au fait d'ailleurs qu'il n'ait pas de majorité qui lui soit vraiment propre à l'Assemblée. Donc on ne peut pas encore donner des prévisions sur l'Arménie à long terme. Ce qu'on peut dire, c'est que les 6 premiers mois ont été plutôt encourageants, dans le sens où il y a eu une vraie lutte contre les oligarques, et c'est pas un nouvel oligarque qui est arrivé et qui a repris le pouvoir à son compte. On peut penser qu'il y a une vraie forme de démocratie et de justice sociale qui sont en train d'émerger très lentement en Arménie. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, il n'y a rien qui est inéluctable, mais le début, je pense, était plutôt encourageant. Et pour... Oui non, juste à propos du coup de cette révolution non violente aussi et comment elle est vue à l'étranger, il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres éléments de contexte qui ont un petit peu aidé, dans le sens par exemple où la Russie n'est pas intervenue et les relations entre l'Arménie et la Russie sont maintenant difficiles, mais elles restent plutôt bonnes. Il y a d'autres révolutions qui ne se passent pas forcément de la même façon quand il y a des puissances qui interviennent directement. Dans le cas de l'Arménie, il se trouve que ça a été... il y a eu une part, entre guillemets, de chance, ou en tout cas de plusieurs éléments de contexte qui font que ça s'est bien passé globalement. J'exclus évidemment les violences policières qu'il y a pu y avoir. Mais que ce soit l'armée, que ce soit certains prêtres, il n'y a pas eu de la religion qui a essayé d'instrumentaliser trop de part et d'autre. L'armée n'est pas intervenue complètement, n'est pas intervenue pour réprimer la révolution. L'Arménie pourrait être vue d'une certaine façon comme un modèle, mais il ne faut pas croire que c'est un modèle qui peut être donné pour tous les pays. Ça ne marche pas comme ça. Mais c'est vrai que cet aspect non violent est plutôt positif pour l'Arménie. Oui, puis il y a aussi un aspect conjoncturel qui n'est pas négligeable, et puis il y a des concours de circonstances. Mais moi, je voulais rebondir sur la question de la violence que tu as posée, Caroline, parce que moi, je trouve que cette question est intéressante. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à parfois dire, en tout cas dans nos cultures occidentales, et avec nos schémas, nos grilles de lecture, quand c'est pas violent, c'est pas vraiment une révolution. Parce que nous, on a l'héritage de la Révolution française, qui n'était pas non plus une partie de plaisir et un carnaval. Et on a aussi, avec l'exemple de la révolution russe ou les révolutions communistes, des exemples où il y a quand même, face aux gens qui se révoltent, une résistance. Parce qu'en réalité, la violence, elle vient souvent du fait que le peuple n'est pas écouté, et donc il a recours à la violence parce qu'aussi on lui oppose la violence de l'État. Mais pour nous, les Arméniens, c'est encore plus. C'est-à-dire que on aime bien les figures du héros sacrificiel. Et donc là, c'est vrai qu'il y a on va dire qu'il n'y a pas eu des morts, etc. pendant le processus d'avril. Je tiens juste à rappeler quand même que le processus est
à mon sens, hein, il est plus vieux. Il date pas oui. seulement d'avril. 2 ans avant, il y a les Sasna Derir où là, il y a de la violence. Il y a de la violence parce qu'il y a un mur de la part de l'État. Les Sasna Derir ont montré aussi, et à mon avis, ils ont impressionné l'État arménien et la police, etc. Parce que jusqu'à présent, les gens n'étaient pas contents, ils faisaient des manifestations pacifiques. Et avec les Sasna Derir, il y a eu un point de rupture. C'est-à-dire que l'État arménien s'est rendu compte que en face d'eux, il y avait des gens qui étaient prêts à mourir et aussi à se défendre, donc à tuer. Pour la liberté du peuple arménien, pour l'émancipation des gens, etc. Et là, je crois que ça, on va dire que 2 ans après, quand il y a les manifestations pacifiques menées par les différents mouvements dont Pachinian était, eh bien, en face, la police s'est dit, bon, voilà. Puis il y a le caractère généralisé qui a joué. Quand tout le monde se met en branle d'un coup, eh bien, c'est beaucoup plus dur de réprimer par la violence. Mais je rappelle quand même qu'il y a eu des morts. Avant, le porteur de pain, Arthur Sarkissian, celui qui s'était immolé par le feu 2 ans avant, au moment de l'arrestation des Sasna Derir. Il y a Alaïk Randoyan, qui est pour moi une victime pas collatérale, presque directe, des cas de torture, etc. Donc on n'est pas non plus dans la non-violence pure. Mais c'est vrai que nous les Arméniens, on a besoin de ça aussi. Mais c'est presque biblique, hein, c'est-à-dire que dans la Bible, le premier meurtre de l'histoire, celui d'Abel par Caïn, va donner naissance à la nouvelle cité, à la première cité. Donc on a un peu l'impression dans notre imaginaire que pour qu'il y ait une nouvelle société harmonieuse, eh bien, il faut qu'il y ait des morts et du sacrifice. Bon, tant mieux que ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Mais je nuance sur le caractère non violent qu'on a attribué à la révolte ou à la révolution arménienne. Moi, je préfère le mot révolte, mais on a appelé ça révolution de velours, donc appelons ça révolution de velours, il n'y a pas de problème. Oui, et justement, j'ajoute juste un mot, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est un petit peu arrivé de nulle part, révolution, comme si d'un coup le peuple s'était soulevé. Il ne faut pas oublier quand même, en 98, il y a des manifestations contre Levon Ter-Petrosyan, 2003, manifestations contre Robert Kocharian, 2008, manifestations contre Serge Sarkissian, 2016, l'épisode des Sasna Derir. Ça fait 20 ans que le peuple arménien, de façon plus épisodique, mais se révolte, avec des mouvements différents selon les époques évidemment, mais c'est pas quelque chose qui arrive comme ça sorti de nulle part. Ça fait 20 ans que le peuple prouve son mécontentement avec des manifestations et avec de la violence qui arrive souvent beaucoup plus du côté de l'État que du peuple. Ça fait 20 ans que le peuple d'Arménie d'Arménie, absolument, oui. C'est la diaspora qui n'a pas pu voir tout ça, ou qui n'a pas voulu voir tout ça, à part certains mouvements, mais qui se comptent même pas sur les doigts de la main, quoi, sur toute la diaspora. Et rappelons-nous du 1er mars 2008, où il y a eu clairement de la violence. Il y a eu des morts. Et des morts, oui. Voilà. Et bon, juste pour la question de la violence sur l'épisode de la révolution dite de velours, effectivement, ça s'est passé sans violence du côté des manifestants. L'image d'Épinal qu'on en a aussi, c'est les manifestations d'Yerevan. Dans la périphérie, surtout dans la campagne, c'était pas violent, mais c'était un peu plus Manu Militari quand même. Et voilà, l'image d'Yerevan est surtout une image d'Épinal. Mais c'est le bout du processus. Le processus a commencé 20 ans plus tôt, quoi. Oui. Et puis, pour revenir sur révolte, révolution, etc., à mon sens, c'est un processus qui va être plus long et plus dialectique, parce que la victoire d'avril-mai, elle marque pas l'arrêt et l'avènement d'une nouvelle société, puisque tu l'as dit, Pachinian doit composer avec un parlement qui, en vérité, ne voulait pas de lui, hein, puisque c'est le parlement qui est la représentation de l'ancien régime. Le président, même s'il a des pouvoirs bien amoindris par la réforme constitutionnelle voulue par le régime précédent, est toujours là, même si, bon, il fait bonne figure. Donc, c'est un processus qui va être dialectique, qui va nécessiter encore beaucoup, hélas, peut-être, hein, de manifestations, de pression, de lutte, etc. Mais je pense qu'on en reparlera, hein, de tout ça, mais je ne crois pas que ça soit quelque chose de terminé. Et à mon sens, mais c'est très personnel, l'analyse que je ferais, c'est qu'on peut parler de révolution quand il y a un changement politique, institutionnel, dans les têtes des gens aussi, l'avènement d'un nouveau système. Pour l'instant, on n'y est pas encore, on lutte encore contre l'ancien système, et également l'avènement d'une nouvelle... Si on estime que les raisons de la révolte, elles étaient également dues à des questions économiques, si on estime, je crois qu'on est beaucoup à le faire, que les gens quittaient l'Arménie parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer les moyens de subsistance à leur famille et s'assurer à eux-mêmes un avenir,
Si on estime qu'il y a des raisons économiques à la révolte, eh bien, il faut aussi un changement de système économique. Et là, je n'ai pas vu pour l'instant se dessiner. Je veux dire, la lutte contre la corruption, c'est bien parce que ça fait des économies aux gens qui n'ont pas à donner des bacs chiches à tout le monde tout le temps. C'est très bien. Moi, je suis pour réformer le système démocratique, c'est-à-dire des élections, pour qu'il soit moins corrompu, c'est très bien. Mais la démocratie économique, je pense que c'est aussi important parce que les gens sont dépossédés. Et ce système-là, pour l'instant, a mené plutôt au chaos qu'à la prospérité et à l'harmonie dans le pays. Donc je pense qu'on pourra parler de véritable révolution quand les maîtres ne seront plus les maîtres et que les soumis seront plus les soumis et les oppressés le seront pas ou moins. Ou, en tout cas, voilà, pour l'instant, je n'ai pas vu se dessiner une révolution économique dans le pays. Je crois qu'elle en a besoin, mais je crois que le pays en a besoin, mais bon, on verra. On n'est pas là. Bah, merci pour cette analyse. Comme on va se centrer sur un événement qui est arrivé cette semaine avec la semaine de la francophonie à Yerevan, avec la visite d'Emmanuel Macron en Arménie. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cet événement, si ce n'est... moi, j'aimerais qu'on revienne sur, si c'est possible, je ne sais pas dans le déroulé que tu as prévu, mais est-ce que c'est possible qu'on parle aussi de ce qui s'est passé au Parlement sur les élections anticipées? Ouais. Est-ce que c'est prévu à un moment donné? Oui. Parce que Thomas a esquissé des choses là-dessus. Si vous avez des choses à ajouter, oui. Bah, en tout cas, sur... oui, comme tu on en parlera de la dirigé. francophonie s'il faut, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur la francophonie, mais à titre personnel, mais autour de la table, peut-être que les autres, oui. Non, sur ce qui s'est passé au Parlement, c'est-à-dire le coup de Trafalgar qui a été initié par les partis de l'ancien régime contre Pachinian, la tentative de le foutre dehors, en fait, ou de lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, je pense que c'est important quand même de l'évoquer dans l'actualité qu'on analyse ou dont on mentionne, dont on fait la mention. Bon, moi, il me semble que ça augure pas des choses toujours rassurantes. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ce qui s'est passé au Parlement récemment avec le parti de Tzaloukhan, le parti Tachnak Susun et le parti républicain qui ont essayé par des manœuvres de couloir et légales de foutre dehors Pachinian, est-ce que ça ne va pas entacher le processus qui s'est amorcé par ce qu'on appelle la révolution de velours? Oui, justement, pour rebondir là-dessus, c'est peut-être le premier vrai test, à savoir les grands oligarques, les grandes figures sont plus ou moins partis, mais il reste encore beaucoup du vieux système, et là, c'est le moment où le vieux système essaye vraiment de garder sa place. Au final, c'est des partis qui étaient déjà présents, qui comprennent qu'ils sont en danger, qui essayent au moins de temporiser, de gagner du temps, parce qu'effectivement, s'il faut rester comme ça pendant 3-4 ans, Pachinian a toutes les chances à un moment ou à un autre de décevoir, et eux peuvent recomposer. Donc évidemment, ils sont extrêmement en danger, d'où cette tentative de se maintenir au pouvoir. Et en même temps, c'est le moment où il faut voir si le peuple arménien va se mobiliser pour continuer à soutenir Pachinian, avec aussi le risque que Pachinian devienne plus un leader charismatique qu'une vraie figure de changement. Si c'est uniquement Pachinian qui est là pour toujours dire faites ceci, faites cela, ça devient le nouveau maître. Et évidemment, c'est pas ce qui serait le mieux, en tout cas, à mon avis, c'est pas ce qui serait le mieux pour le pays. Et en même temps, Pachinian doit essayer de montrer aux anciens, enfin aux gens dans les différents partis, aux oligarques toujours au pouvoir, que c'est plus eux qui contrôlent, c'est plus eux qui décident. Et qu'il faut écouter le peuple, et que si le peuple l'a choisi lui, ça sert à rien d'essayer de le mettre dehors. Donc là, c'est, je pense, le premier vrai test. Si jamais les oligarques réussissent à se maintenir au pouvoir et à trouver un oligarque qui fasse le compromis contre Pachinian comme nouveau Premier ministre, la révolution, je ne vais pas dire que c'est un échec parce qu'on ne peut pas tout de suite faire des grandes conclusions, mais elle continue très mal à ce niveau-là. Oui, c'est le premier test, et espérons qu'il n'y ait pas une dizaine de tests par la suite, parce que j'espère qu'il n'y en a pas un où ça ne va pas le faire. Le problème, c'est ça aussi, c'est que s'est posé la question au mois de mai, on était pour certains d'entre nous en Arménie, s'est posé la question au mois de mai de savoir pourquoi les manifestations s'étaient arrêtées, est-ce qu'il ne fallait pas
poursuivre les manifestations tant que tous les changements n'étaient pas réalisés en Arménie, c'est une question qui se pose toujours aujourd'hui, quoi, parce que même si Pachinian essaye de rassurer, enfin rassure l'allié russe, à l'heure actuelle le colon russe aussi, hein, mais en tout cas l'allié russe, espérons-le que ce soit un jour seulement qu'un allié, au bout d'un moment, Poutine a aussi ses intérêts, quoi. On a vu aussi ce qui s'était passé à l'époque où Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, se disait inquiet de la politique dite anticorruption de Pachinian et que Vladimir Poutine aurait appelé Robert Kotcharyan pour lui souhaiter son anniversaire. Bon, ça c'est des gestes politiques. Ce que je veux dire, c'est que l'ombre de Moscou rôde toujours et il va falloir effectivement soutenir ce gouvernement. Quand je dis soutenir ce gouvernement, c'est pas en étant des béni-oui-oui. C'est en étant aussi très exigeant. Parce que l'épreuve du pouvoir, c'est particulièrement difficile. J'imagine que pour Nicole Pachinian, l'épreuve du pouvoir, elle est encore plus difficile que pour n'importe qui dans cette région du monde. Et il va falloir être très exigeant pour pas qu'ils s'attendrissent, quoi. Voilà. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Loris, et ce que tu as dit, Thomas. Hein, je partage ces analyses. Moi, j'ai l'impression que les républicains, les Tachnak et les gens d'Arménie prospère de Tzalokian, j'ai l'impression qu'ils ont eu peur du résultat des élections municipales, où le candidat pro-révolution fait 80%. C'est-à-dire que la première fois qu'on a des élections qui ont l'air honnêtes, qui semble-t-il étaient honnêtes, parce que les oligarques étaient à la ramasse et leurs sbires se restaient chez eux, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait une vraie volonté de les faire dégager. Et ils se sont dit, les prochaines élections législatives, qu'elles soient anticipées dans 2 mois ou dans 3 mois, on va se prendre une tôle. Et donc, ils ont tenté un dernier truc en se disant, et après, comme tu le disais, ils jouent la carte, tant qu'ils restent au pouvoir, même s'ils restent, même s'ils sont moins confortablement assis, ils restent toujours les profiteurs d'un système, avec tout ce que ça sous-entend en termes de corruption, de vol. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc eux, ils ont intérêt à faire pourrir la situation, à la faire durer. Moi, je me mets à leur place. Eux, ils se sont gavés pendant des années en volant le peuple. Le peuple les veut plus. Mais le peuple, il doit bosser. Il ne peut pas partir toutes les 3 semaines en grève générale. Les gens essayent d'avoir des boulots, de subvenir à leurs besoins. Et la lassitude fait que les profiteurs souvent peuvent s'en sortir plus facilement. Moi, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose. Ce qui s'est passé au Parlement, où les gens se sont un peu endormis et on a vu que les partis d'Ancien Régime, qui sont toujours là, qui sont toujours aux manœuvres, ont tenté quelque chose. Pour qu'ils ne tentent pas, il faut arrêter aussi de dire sans cesse « attendons de voir ». Je pense que le « attendons de voir », c'est une mauvaise idée politique. Déjà, je pense que c'est faire preuve d'immaturité politique. Non, quand on est dans un processus de changement profond d'une société, qu'on appelle ça révolte, révolution, peu importe, il ne faut pas attendre. Il faut toujours aider celui qui est aux commandes. Et en l'occurrence, c'est Pachinian qui est là, même si tu as raison. Hein, il n'est pas je ne pense pas qu'il a vocation à devenir le nouveau maître, parce que sinon on devrait recommencer. Et on aurait une oppression Mais pour l'instant, franchement, ça ne donne pas ces signes-là. Hein. J'entends certains dire le parti unique de Pachinian. Enfin, les gars, vous avez joué de ce système pendant trop longtemps. C'était vous tous qui formiez le parti unique, même si vous nous avez fait croire que vous étiez tous des partis différents. Pachinian n'est pas le maître, et encore moins celui qui a été voulu par le peuple, puisque le peuple criait dans les manifestations « Menkeng der Meriergir ». Nous sommes les maîtres de notre pays. Donc, ils voulaient Pachinian comme un de leurs représentants, pas comme leur maître. Donc ça, c'est important de le dire. Mais le wait and see, je pense que ça a ses limites. C'est-à-dire que pour aider Pachinian à mettre en place les réformes profondes, structurelles, il faut que la foule soit encore dans la rue pendant quelques temps, qu'elle maintienne la pression. Pour le forcer, lui, à réaliser les choses. Pour l'aider aussi. Pour lui donner du pouvoir. Et moi, je n'ai pas de conseil à donner du tout. Hein, mais j'imagine un peu des choses. Enfin, je me dis, imaginons que quand Pachinian a été victime de manœuvres par les partis d'Ancien Régime, il a dit que tous ceux qui m'ont soutenu viennent devant le Parlement. Puis il a dit, maintenant nous rentrons tous dans le Parlement parce que le Parlement est la représentation du peuple et vous êtes le peuple, pas ces gens qui sont dans le Parlement. Ils ne vous représentent pas, venez vous représenter directement. Mais je pense qu'il fallait aller encore plus loin. Il fallait faire une occupation plus longue que quelques heures du Parlement.
en disant vous ne siégerez plus parce que vous êtes illégitime, le peuple ne veut pas de vous. Le peuple, il voulait pas virer que Serge Sarkissian, il voulait virer tout un système. Et les représentants du système font toujours les lois au Parlement. Donc on ne peut pas compter sur les gens de l'ancien système pour faire les nouvelles lois vertueuses. Il faut qu'ils dégagent. L'honneur aurait voulu qu'ils démissionnent tous. Mais ils ne l'ont pas fait, parce que l'honneur n'est pas ce qui les a caractérisés jusqu'à présent. Tout soit. Mais si les gens ne veulent pas avoir de propre amour propre et de dignité, eh bien forçons-les. Que ces gens-là, que le peuple occupe l'Assemblée, puisqu'elle ne sert aujourd'hui à rien à part essayer de tenter des coups bas, et qu'ils mettent en place des débats pour construire l'Arménie de demain, pour aider Pachinian, mais aussi pour construire l'Arménie qu'ils veulent, et mettre en place un vrai processus de démocratie participative, etc., de démocratie directe même. Je pense que c'est le temps, c'est le moment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais j'ai beaucoup parlé déjà. D'accord. Merci pour ce partage et cette analyse. J'ai juste un point sur ce qui m'a fait réagir. La francophonie ? Non, sur ce que tu as dit précédemment, sur le peuple. Je pense que, justement, le peuple arménien a cette volonté de démocratie directe, mais je pense qu'aujourd'hui, il est un peu freiné, aujourd'hui par ce qui le rattrape, c'est-à-dire Moscou, par les menaces du gaz, des choses un peu plus factuelles. Donc je pense qu'après toute cette ombre-là russe, je pense que le peuple pourra s'intéresser de manière un peu plus, avec un œil plus avisé sur cette question-là. Après, ce serait la démarche idéale à faire. Mais... Je suis parfaitement d'accord. Et moi-même, j'ai parlé tout à l'heure en premier de Moscou et de l'ombre de Moscou. Je tiens à souligner, pour pas que le reproche ne soit fait, que l'ombre de Washington aurait les mêmes... on n'a pas l'habitude d'être impérialiste à Charjoum, de n'importe quel impérialisme qui soit, quoi. Voilà. On n'a même pas répondu sur la francophonie. Oui, on peut y revenir dessus si vous avez des remarques à ajouter. Non, moi j'ai pas... vas-y. D'accord. Thomas Loris Rien, ça coule de source, mais je suis quand même bien plus content que l'ensemble des chefs d'État qui sont de la francophonie qui étaient à Yerevan soient allés dans une nouvelle Arménie que dans l'Arménie de l'ancien régime, comme c'était prévu à la base, et qu'ils ont vu autre chose que de l'oligarchie à outrance et des voleurs au pouvoir. Voilà, c'est ma bonne humeur. Mais pour rebondir, et je te excuse pas Thomas, mais pour rebondir, je pense que l'Arménie n'a pas de leçon à apprendre de ses chefs d'État, qui ne sont pas tous des gens ultra-démocrates, et qui, même ceux qui représentent des grandes démocraties, ne sont pas toujours ultra-démocrates. La France a une leçon à donner à personne sur la démocratie, je pense, et sur la manière dont... Tu utilisais le mot oligarchie... Bon, je suis pas sûr qu'en France, la France n'ait pas ce problème-là à se poser non plus. Et je pense que ça fait du bien à Emmanuel Macron de voir aussi qu'il y a des peuples qui aspirent à la démocratie directe, etc. Bon, c'était ma petite pique qui avait rien à voir, mais voilà. Oui, c'est à peu près pour dire la même chose. Pardon, je suis désolé. Non, même que Loris, mais effectivement, on parlait un petit peu de la conjoncture. Il faut dire que pour Pachinian, c'est aussi un joli coup de poker d'avoir le plus grand rassemblement de chefs d'État quand lui arrive au pouvoir. Mais c'est vrai que ça fait plaisir que cet événement se passe dans une Arménie avec un processus de justice sociale révolutionnaire ou de révolte ou autre. Et pour la petite blague, j'avais quand même bien apprécié la vidéo où on voit Macron danser le Kochari avec sa femme et avec d'autres chefs d'État africains. C'est toujours agréable, et de voir Pachinian aussi danser, c'est drôle. Ouais, et je vais jouer le rabat-joie de service. Pas sur la danse, parce que j'ai vraiment pas de leçon à donner à qui que ce soit sur ça. Mais Macron, alors moi je veux revenir sur quelque chose. Moi je me souviens qu'on nous avait dit qu'Emmanuel Macron, en tant que président de la République, ferait une visite officielle pendant la francophonie. C'est-à-dire que pendant le sommet de la francophonie, tous les chefs d'État venaient et pour ce sommet-là. Et il devait venir 3 jours de plus en tant que visite officielle bilatérale entre la France et l'Arménie. Et cette visite a été annulée. Donc on n'a pas eu plus d'informations. On sait qu'il est allé en Azerbaïdjan après. Bon, c'est pas Macron qui a initié cette tradition qui consiste à chaque fois qu'on va en Arménie, on va en Azerbaïdjan. Tout le temps, systématiquement maintenant. Et c'est pas l'inverse, il faut être honnête. C'est pas Macron va pas en Azerbaïdjan puis en Arménie. C'est toujours Macron avant lui Hollande
vont aller en Arménie, et puis tout de suite après, le lendemain, en Azerbaïdjan. Alors bon, c'est pas pour faire la guerre Arménie-Azerbaïdjan, mais ça a du sens quand même. Surtout quand on voit le sens donné à chacune des visites. Quand il vient en Arménie, Macron, mais avant lui, Hollande faisait pareil, il offre des symboles. En l'occurrence, il nous a offert une belle danse et des selfies. Très bien. Et il est allé un arbre au musée du génocide. Et je trouve que les symboles sont importants quand même. C'est bien que Macron soit sympathisant, conjoncturel de la question du génocide des Arméniens, de sa reconnaissance internationale, etc. Mais c'est pas moi qui vais me plaindre de ça. Bon, mais au final, c'est que des symboles. Et même des chefs d'État anti-arméniens ont planté des arbres là-bas. Je veux dire, les États-Unis ont un arbre, il me semble. Et donc, bon, je crois, et c'est sous le contrôle des gens qui nous regardent et qui nous écoutent, je crois même qu'Hillary Clinton a planté un arbre. Et pourtant, Hillary Clinton est la personne du gouvernement américain, historiquement, qui était toujours la plus anti-arménienne dans ses positions, etc. Et très pro-turque. Et je veux bien qu'on nous délivre des symboles, mais une fois que les symboles ne nourrissent pas. Et quand ils vont en Azerbaïdjan, ces chefs d'État-là, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, eh bien là, il y a des contrats économiques importants qui concernent des milliards d'euros. Et oui, et comme tu disais, Loris, des armes. Là, je crois qu'il va vendre un navire qui sert à bombarder, qui sera bombardé loin. Bon, loin, c'est nous. À moins qu'il déclare la guerre au Kazakhstan ou à la Russie. Loin, c'est nous. Oui. Loin, c'est l'Artsar. C'est, pourquoi pas Yerevan. Je ne pense pas que son navire aille jusqu'à Yerevan. Et je ne pense pas qu'il aille jusqu'en Artsar. Mais je veux dire, on vend des armes on va en Arménie, puis on vend des armes qui serviront à faire une guerre contre l'Arménie. Donc c'est des symboles d'amitié qui sont sympas, mais il faut voir aussi les choses. Bon, il paraît que la visite officielle a été annulée pour une autre raison du remaniement gouvernemental, etc. Je sais pas. Mais après, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément les chefs d'État étrangers qui ont des leçons de démocratie à donner à l'Arménie. Et je pense que clairement, l'Union européenne ou la France en particulier, avec cet épisode parmi d'autres, c'est clairement pas eux qui ont des leçons de démocratie à donner à l'Arménie. Je rappelle, parce que ça m'avait marqué, qu'une semaine après la révolution, l'Union européenne avait fait un communiqué pour dire on surveille ce qui se passe, mais c'est dans une pente positive. Une semaine après que Sarkisian a démissionné, après 2 semaines déjà de manifestation, l'Union européenne s'est réveillée 3 semaines plus tard pour dire ce qui se passe a l'air pas mal, qui est censé promouvoir des idéaux de démocratie avec des partenariats pour les périphéries orientales. C'est clairement ni l'Union européenne ni la France qui ont des leçons à donner à l'Arménie, je pense. Oui, puis de manière générale, pourvu que l'Union européenne se mêle de ces histoires, que la France se mêle de ces histoires, parce qu'on a vu quand les gens se mêlent des histoires des autres, on a vu ce qui s'est passé en Syrie ou ailleurs, bon, que chacun règle ses problèmes, on peut discuter de tout, mais voilà, que chacun règle ses problèmes dans son coin. Moi, c'est ce que je pense. D'accord. Merci à vous trois. Est-ce que vous avez des points d'actu en France qui vous a marqué, sur lesquels vous voulez ajouter quelque chose? Vas-y, Loris. Je vais revenir sur la visite de Nicole Pachinian à Paris, parce que ça me semble quand même essentiel. Il a été accueilli, les gens étaient très heureux de le voir. C'est très logique vu ce qui s'est passé. Cela dit, pour avoir assisté à la grande réunion publique organisée par le CCF, très brièvement, ça rejoint ce que tu disais, Yeriché, tout à l'heure. Donc Nicole Pachinian a parlé des relations avec l'Azerbaïdjan. Très bien, c'est logique, c'est normal. Sur la question du Karabakh, c'est logique, c'est normal. Sur la question de la Turquie, c'est logique et c'est normal. Sur les relations, brièvement sur les relations avec Moscou aussi. Sur les relations Arménie-Diaspora, tout est logique. Même sur le Javark, ce qui n'est pas l'actualité la plus immédiate. Pourtant, il y en a quand même parlé. Sur les relations avec la Géorgie, du coup aussi. La lutte contre le vol, la mafia, l'oligarchie. OK. Et ça a occupé toute la soirée. Et pourtant, le principal problème immédiat, je ne veux pas que ça élude les autres problèmes, mais le problème le plus immédiat de l'Arménie, c'est que les gens crèvent la faim encore. Et que tout le monde est parti de ce pays. Et qu'il faut premièrement les faire revenir, il en a parlé, mais il faut que les gens arrêtent de partir. Et pour ça, il faut que les gens qui produisent les richesses de ce pays aient un peu plus de droits et puissent bénéficier des richesses à plus grande hauteur de ce qui bénéficie à l'heure actuelle. Ça veut dire à peu près rien.
Donc la question sociale en Arménie, c'est peut-être la question la plus immédiate. Enfin, l'une des questions les plus immédiates. Et force est de constater qu'il n'en a pas été question. Alors, dans le discours de Nicole Pachinian, d'accord, mais dans l'assistance aussi. Alors, les questions transcrites par le CCF à Nicole Pachinian, ça, je mets un doute. Parce que, soi-disant, le CCF devait récupérer les questions de la communauté envoyées par mail et les poser par l'intermédiaire de deux intervenants à Nicole Pachinian. Bon, pour connaître un peu les gens qui posent les questions, c'est des questions personnelles, entre autres, qui ont été posées. Mais la question sociale n'est pas débattue à l'heure actuelle. Et ça pose un vrai problème, c'est l'urgence pour l'Arménie. Et ça va être peut-être un facteur de déception du peuple par la suite. Oui, et puis justement, je pense, surtout dans la diaspora, peut-être en France ou dans les pays comme les États-Unis, peut-être que les gens sont un peu dans une idée qu'il y a une révolution libérale et qu'il va y avoir la démocratie, donc tout va aller mieux. Malheureusement, ça ne se passe pas automatiquement. D'abord, la démocratie, il faut l'avoir. On n'est pas encore en Arménie, c'est pas encore arrivé, même si c'est prometteur. Mais le reste ne va pas tomber du ciel comme ça. Il ne faut pas croire que parce qu'on est en France et qu'aujourd'hui on a une démocratie et que la situation est quand même pas trop mal en France, ça va tomber du ciel comme ça en Arménie. Et la diaspora devrait vraiment se poser des questions, je pense, et voir ce qui se passe et peut-être agir aussi si c'est nécessaire ou pas en fonction des capacités ou autres, mais pas croire que les choses vont tomber du ciel comme ça. Oui, puis en plus de la question économique, il y a aussi la question sociale qui est à mon avis... en plus de la question sociale qui manque, c'est la question économique aussi. Mais je pense que c'est les choses qui vont ensemble, hein. Enfin, dans ma vision des choses. Je veux dire, on ne peut pas dire aux gens revenez dans le pays, mais si vous l'avez quitté pour des raisons économiques, qu'est-ce qui a changé économiquement ? Quel est le modèle de production ? Enfin, qu'est-ce qui a changé dans le modèle de production en Arménie ? Est-ce qu'on a réindustrialisé le pays ? Je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, mais est-ce qu'on a créé une nouvelle économie verte comme il est possible de faire ? Est-ce qu'on a mis en place des éoliennes partout et qu'on a besoin de gens pour bosser dans les centrales ? Bon, je ne sais pas, hein, mais je ne crois pas que... Enfin, je pense qu'il serait intéressant aussi de penser aux investissements que l'État arménien veut faire et comment il a envie de s'occuper de son économie et pour attirer les gens à venir, outre le fait que les gens seront attirés par plus de démocratie, bien sûr. Oui, les questions qu'il faut se poser sur la même lignée, hein, c'est est-ce que livrer, je ne dis pas que c'est ce que fait Pachinian, mais c'est ce qu'ont fait les régimes successifs. Malheureusement, je ne vois pas de dissonance pour l'instant dans le nouveau régime. Est-ce que livrer les ressources naturelles à des multinationales étrangères, c'est la bonne solution ? Est-ce que l'eau d'Arménie appartient à Veolia ? Pour moi, je pense qu'elle appartient plus à la nation qu'à Veolia, qui du coup a augmenté le prix de l'eau de 8% depuis 1 an et demi que le contrat existe. Est-ce que l'or appartient à des multinationales qui sont en plus basées dans des paradis fiscaux ? C'est des questions qu'il va falloir se poser à l'heure actuelle. Voilà. Je suis surpris que personne n'ait évoqué Charles Aznavour. Non, mais moi, je veux pas m'étendre là-dessus. Je compatis avec les peines de tous ceux qui ont été bien évidemment touchés par cette disparition. Enfin, pour certains, c'est une grande partie de leur histoire parce que il y avait un sentiment d'identification et puis bon voilà, certains ont grandi avec les chansons de Charles Aznavour, ce qui est moins le cas de notre génération quand même. Hein. Mais voilà. Mais moi, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas forcément mon centre d'intérêt, mais de parler de ça. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, mais je pense pas qu'on va en parler 2 heures, hein, mais je voulais quand même le dire, c'est les nombreux chroniqueurs médiatiques qui nous disaient l'exemple de l'immigré bien intégré, du modèle d'intégration, etc. Le bon immigré, en gros. Bon, moi, j'étais un peu mal à l'aise. Et j'étais mal à l'aise par ce discours-là. Et j'étais mal à l'aise aussi par les Arméniens qui étaient contents qu'on les traite comme des bons immigrés. Un immigré, enfin, je sais pas. Ça dépend quelle définition on prend, hein, celle de l'INSEE, celle des Nations Unies, etc. Mais quand même, dans le langage courant, l'immigré, c'est quelqu'un qui vit en France, mais qui est né ailleurs. En tout cas, selon l'INSEE, c'est ça. Bon, Charles Aznavour est né en France. Il a vécu en France et en Suisse. Bon, il est plus un franco-suisse qu'un immigré, du coup. Donc, c'est un enfant d'immigré. Bon, soit. Mais les Arméniens, comme modèle d'intégration, enfin, il y en a, ça fait 4 générations qui sont là, 5 générations parfois. Un immigré encore ? Et ce mot immigré, d'ailleurs, est récent hein, dans le langage médiatique. Hein. La première fois qu'on l'utilise officiellement, c'est en 91 dans les statistiques de l'INSEE, avant on parlait des étrangers. Et donc on a dissocié étrangers et immigrés. En gros, l'immigré, c'est le français, mais pas un peu moins français, quoi. Voilà, c'est-à-dire que maintenant il est français. Il a la nationalité française, mais donc on ne peut pas l'appeler étranger. Alors on l'appelle l'immigré. Ou fils d'immigré, ou petit-fils d'immigré. Bon, du coup, on le ramène toujours à ses origines, quoi.
Bon, je suis pas sûr que ça soit génial quand on veut prouver qu'on est plus français que les Français, qu'on nous ramène toujours à nos origines étrangères. Mais bon, pourquoi pas, hein. Mais moi, ça m'avait interpellé, ce truc-là. Oui, je suis assez d'accord parce que effectivement, déjà, je trouve un petit peu culotté pour certaines personnes de la classe politique de présenter Charles Aznavour comme un modèle quand c'est des personnes qui ont des discours complètement anti-immigration. Parce que si leur programme avait été mis en place à l'époque, Charles Aznavour ne serait pas français. Et effectivement, c'est quand même de la part de beaucoup d'Arméniens. Je veux pas créer des polémiques, j'ai pas de politique migratoire en tête, mais quand je vois des gens d'origine arménienne, des Arméniens de France, qui ont un discours complètement anti-immigration, je me dis, je sais pas, regardez peut-être un petit peu d'où vous venez, par exemple. Et il y a vraiment, je sais pas si c'est un complexe, mais effectivement, cette idée que les Arméniens, nous, on est des bons immigrés, on est arrivés, on est restés discrets, on a travaillé, et maintenant on a une bonne position. Pour les Arméniens, c'est censé être quelque chose de positif de parler comme ça, mais en même temps, je veux dire, si un jour il y a un problème en France, aujourd'hui, Charles Aznavour est mort, les Arméniens, on est des bons immigrés. Le jour où il y a un problème, les Arméniens seront des mauvais immigrés parce qu'on est des immigrés. Et nous, on peut toujours dire on est mieux que les ceci, on est mieux que les cela, comme s'il y avait des immigrés mieux que d'autres. Quand le racisme existe, il nous retombera dessus à un moment ou à un autre. Donc il ne faut pas se voiler la face. Pour les racistes, on sera toujours des Arméniens. Pour ceux qui nous considèrent comme des Français, on est Français. Et après, d'essayer de faire des hiérarchies dans les modèles d'immigration ou autres. Et puis même cette idée du bon immigré, ça me rappelle même dans le schéma colonial celui du bon sauvage. Nous, on est le gentil, celui qui... Ouais, le nègre de maison, quelque chose comme ça. C'est triste quand même de voir une communauté qui se satisfasse de ce rôle dans la société française, je trouve. Ça prouve surtout le besoin de la communauté arménienne de reconnaissance, surtout. Et c'est ça que j'ai trouvé surtout alarmant dans les différents discours. Je ne sais pas si vous avez partagé la même vision que moi, mais c'est ce qui en est ressorti, surtout. C'est pas nouveau. Je ne vais pas moi m'attarder sur Charles Aznavour. C'est pas nouveau, hein, le fait d'avoir besoin de reconnaissance, mais je pense qu'au XXIe siècle, avec les défis qu'il y a pour l'Arménie, le Karabakh et même la question de la diaspora, en réalité, on a d'autres questions à se poser que la question de notre propre reconnaissance à nous dans l'espace public, quoi. Donc c'est très bien, ok, bon, il faut aussi aller de l'avant et être combatif, c'est ça aussi la cause arménienne, quoi. Et voilà. Et on nous a pas toujours dit qu'on était des bons immigrés quand on a dû revendiquer haut et fort un certain nombre de choses pour la cause arménienne. D'accord. Merci pour ce point. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez moi, j'avais sur par exemple le décès de Arik Arndoyan, voilà. Moi, je voulais revenir sur le décès de Arik Arndoyan, donc qui est décédé il y a peu, le 9 octobre. C'est l'histoire, peut-être, honnêtement, c'est l'histoire vraiment d'un grand gâchis, sa mort. Araïk, c'était un des héros de la guerre du Radaba, hein, le loup solitaire, c'était son surnom, qui, avant même d'avoir atteint la majorité, volait déjà du matériel militaire dans les bases russes pour les donner aux quelques Arméniens à l'époque qui se battaient au Radaba. Il a fait la guerre du Radaba par la suite. Il venait d'une famille très pauvre, comme généralement les héros de guerre viennent d'une famille très pauvre. Les oligarques, eux, ne meurent pas, les fils d'oligarques ne meurent pas au front. Ils ne sont pas au front d'ailleurs. Les oligarques et les fils d'oligarques, ils sont plus généralement à la mairie de Etchmiadzin ou au ministère de la Défense. Je parle de Manuel Grigorian, par exemple. Rappelez-vous qui a été arrêté par les services de sécurité de la Nouvelle-Arménie pour avoir notamment volé les vivres qu'avaient envoyés les écoles arméniennes et la diaspora pour nourrir ses autruches qu'il avait dans son zoo privé. Et son ours. Enfin, c'était de ce niveau-là. Donc, Araïk Arndoyan, c'était ce genre de famille donc, qui venait du coin de Gumri. Sa mère vit encore dans un domik. Les domiks, c'est une espèce de baraquement, de conteneurs qui servaient d'habitation temporaire après le tremblement de terre de 88. Ils y vivent toujours, 30 ans après. 5 enfants, des petits-enfants. En août 2016, il a participé, notamment en tant que leader de l'opération des Sasnadzele, donc l'occupation du commissariat, on va dire, anti-peuple, anti-peuple pour la répression du peuple d'Arménie. C'était ce commissariat où il y avait les camions anti-manifestation, les boucliers, les grenades au phosphore qui ont d'ailleurs été utilisés pendant les manifestations, mais le gros du matériel était dans ce commissariat, et par
Malheureusement, il y avait des gens qui se trouvaient dans ce commissariat. C'était pas prévu dans l'opération. Notamment quelqu'un qui s'appelle Valéry Ozipian, qui était à l'époque le numéro 2 de la police du régime de Serge Sarkissian, qu'on a eu l'occasion de voir à l'œuvre en manifestation de près. Donc, avait été pris en otage quelques jours et puis relâché. Aleïk Randoyan, il a passé 2 ans en prison. 4 mois avant la prise de pouvoir par Nicole Pachinian, il a été transféré à la prison de Noubarachène où son avocat dénonçait le fait qu'il subissait des traitements, qu'il était incarcéré dans des conditions dites inhumaines. Et qu'en plus, il était torturé. Ce qui était malheureusement le cas dans les prisons d'Arménie. Qu'il était torturé, passé à tabac, notamment sur ses plaies ouvertes, histoire de le marquer au plus profond de sa chair. On avait parlé, nous, à Alek Yannick-Omechian, il y a 1 an maintenant, lors des autres procès des procès des membres des Sasnat Zeller, qui nous disait, il y a quelque temps, on savait qu'ils étaient passés à tabac en prison, mais le régime les a même passés à tabac dans le sous-sol du tribunal. Ça veut dire qu'ils ont honte de rien et qu'ils n'ont rien à cacher à personne et qui s'en fichent éperdument. Et même lui, il était surpris de ça. Et Aleïk Randoyan a été passé à tabac dans les sous-sols du tribunal de sa propre audience, quoi. Donc ça... Aujourd'hui, on dit qu'il est mort d'une crise cardiaque. Il y a aussi des responsables à cette situation. Moi, j'ai assisté au procès l'une des audiences du procès de Valoujan Avedisian et Armen Lamparian. Valoujan Avedisian, d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait perdu 15 kilos. Parce que la nourriture en prison en Arménie, si le prisonnier ne mange que la nourriture délivrée par la prison, il tombe gravement malade. C'est pour vous dire ce qu'il doit manger. Le patron des lieux, il y avait un fort dispositif policier au tribunal du quartier de Massif, qui est un lointain quartier du centre d'Yerevan, enfin lointain du centre. Le patron des lieux, de manière policière, c'était Valéry Ozipian. Il était là. Il serait intéressant de savoir aujourd'hui s'il était le chef du dispositif de police lors du passage à tabac d'Aleïk Randoyan. Si c'était lui qui était là. Si c'était lui qui était là, ça veut dire qu'il était au moins au courant, au mieux responsable de cette situation. Il est à l'heure actuelle numéro 1 il est chef de la police d'Arménie, de la République d'Arménie. C'est le numéro 1. Donc il va falloir qu'il s'explique sur ce genre de choses. Voilà, Aleïk Randoyan, donc famille pauvre, incapacité de se soigner, parce qu'en Arménie, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas se soigner. Et même quand on a de l'argent, on se soigne mal. Donc il y a un vrai problème et une urgence sociale et au niveau de la santé à faire. On sait que les deux vont de pair, la question sociale et la question de la santé. Donc il y a une vraie urgence à ce niveau-là. Manque de soins, passage à tabac, torture, c'est aussi ce qui a provoqué son décès. Et c'était vraiment quelqu'un de valeur. Il a été libéré en août pour les 100 jours de la prise de pouvoir de Nicole Pachinian. Il est mort à 47 ans. C'est un immense gâchis pour la nation arménienne. Je souscris, mais à 400% ce que tu dis, Loris. Mais ce que je trouve aberrant, aberrant, c'est pas le mot, parce que c'est pire que ça. C'est quelqu'un qui a fait 1 ou 2 guerres du Ralabar, meurt d'une crise cardiaque après des conditions de détention désastreuses. C'est-à-dire que soit il avait une maladie cardiaque qui n'avait pas été décelée, c'est la faute d'un système de santé catastrophique, parce que tout l'argent a été volé pour d'autres choses, pour des autruches et des ours et les bêtises de ces oligarques. Et puis ça explique aussi le fait qu'on a laissé nous tous, collectivement, le peuple arménien, des héros de guerre se faire torturer dans les salles au sous-sol des salles d'audience de procès indignes. On a toléré ces procès indignes, on savait. C'est pas faute de l'avoir crié sur tous les toits, qui se faisait tabasser et torturer, et on a laissé faire ça. Donc ça sert pas à grand-chose de crier à Paris Karabakh Merne et des slogans ultra-martiaux de soutien à la République d'Artsakh, si les héros de guerre sont traités mais comme des chiens et on s'en fiche tous. Enfin, moi je trouve ça quand même indigne de la nation arménienne collectivement. Voilà. Je tiens à rappeler que, pour poursuivre, je reviens un peu sur le début de l'émission, que ce régime qui a torturé les héros de guerre et ceux qui ont amorcé le processus révolutionnaire aussi, les Sasnat Zeller, ce régime-là, on disait de ce régime en diaspora, il faut laisser faire et espérer.
les choses iront de mieux en mieux. C'est ce genre de choses que ça a donné à l'heure actuelle. Donc il ne faut pas évidemment continuer sur cette ligne-là. Il faut exiger, il faut être particulièrement exigeant avec ce régime, quoi. Voilà. Bah, merci pour ce partage. Alors, pour terminer, ensuite vient la chronique de Yeriché sur est-ce qu'il faut être raisonnable. Oui, je vais vous parler aussi de révolte, de révolution, un peu de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, d'Arménie bien sûr, et de perspective. Alors, est-ce qu'il faut être raisonnable ? Pour répondre à cette question, je vais répondre à une autre interrogation pour commencer. Pourquoi dit-on « ce n'est pas raisonnable » ? Par réflexe réactionnaire ou conservatiste ? Par peur du changement ? Conformément à l'adage pascalien « mieux vaut une injustice qu'un désordre » qui caractérise les discours politiques de ceux qui refusent par principe tout changement, surtout lorsque le changement en question a des airs de révolte. Mais interrogeons-nous d'abord sur ce réflexe. Mieux vaut une injustice qu'un désordre, donc ne changeons rien. Mieux vaut une injustice, pourquoi pas, mais dans le cas en présence, celui de l'Arménie, le nombre commençait à devenir conséquent. Interrogeons-nous maintenant sur celui ou celle qui exprime ce réflexe de rejet du changement. Lors de la révolte arménienne du mois d'avril dernier, nous avons entendu des gens donner des leçons au peuple d'Arménie sur ce qui serait raisonnable et sur ce qui ne le serait pas, sur ce qui pourrait créer du désordre. Chacun allait de ses prévisions funestes. Les Russes, le monde, la guerre civile, j'ai même entendu parfois que l'islamisme allait nous tomber dessus. Allons, messieurs, quel est ce désordre ? Le vrai désordre n'est-il pas finalement le manque de justice, les crimes impunis, les inégalités indécentes et le désespoir qu'elles suscitent ? Le discrédit jeté sur la colère d'un peuple, d'un pays où l'on ne vit pas. La réprobation au relent paternaliste face à sa révolte. N'est-ce pas là le signe du plus grand des conservatismes ? La peur de voir ses chimères bousculées ? La carte postale des vacances de l'été dernier altérée ? Car au fond, on l'aime l'Arménie, mais apparemment pas assez pour écouter sérieusement son peuple qui nous disait des choses importantes. Mais peut-être que ce fameux « soyez raisonnable » est lancé par un sage, une autorité morale. Il est vrai qu'Aramarachin, Katorigos d'Antilias, fidèle à sa position, n'était pas du côté des manifestants. Mais de quelle sagesse politique peuvent se prévaloir les notables de diaspora ou les quelques voix qui ont enjoint le peuple d'Arménie à la tempérance ? Vous sentez d'emblée que ceux-là sont, à mon sens, disqualifiés pour la sagesse. Surtout qu'ils sont aujourd'hui les récents meilleurs amis de Pachinian et seront demain les nouveaux gardiens de la révolution. Revenus de tout, contremaîtres de l'immobilisme, ils vous diront bientôt avec un psittacisme enthousiaste « Soyez raisonnable ». Cette phrase est si douce aux oreilles de ceux qui veulent être dispensés de réfléchir. Et maintenant, qu'est-ce qu'être raisonnable ? Aujourd'hui, est-ce que le fait d'être raisonnable ne passe pas par la mise à l'ordre du jour de quelques questions ? Vous allez me répondre, lorsque tout le monde se défiait de la révolte, elle vous semblait inéluctable. Et aujourd'hui qu'elle a triomphé, il faudrait douter ? Eh bien oui, il faut douter. En tout cas, certains doivent le faire. Pas douter de tout, bien sûr, mais poser des questions. Alors, dans une autre acception, être raisonnable consiste à user de sa raison, cette faculté qu'a l'esprit humain d'organiser ses relations avec le réel. User de sa raison, faire preuve de lucidité. Car l'une des causes du marasme qui a mené à la révolte n'est-elle pas, justement, la confiance ou l'obéissance aveugle, naïve envers le pouvoir en place ? Parlons de pouvoir, justement. Aujourd'hui, c'est Pachinian qui est le Premier ministre. Mais a-t-il vraiment la latitude qu'il souhaite ? Cette latitude, selon la distinction spinoziste entre le pouvoir et la puissance, c'est la puissance réelle dont il dispose pour mettre en œuvre de véritables changements structurels profonds. N'oublions pas qu'il tient son pouvoir d'un parlement acquis à la cause de l'ancien président et Premier ministre, qu'il va devoir jouer dans le cadre des normes légales et constitutionnelles instaurées par ses prédécesseurs. Qu'aussi volontariste qu'il soit, il sera forcé de composer avec les différentes forces impériales qui commandent la région et le monde, les Russies, mais le système capitaliste mondial, le FMI, les États-Unis d'Amérique, etc. Sa puissance pour agir, il la tient du peuple d'Arménie, et il l'espère d'une diaspora séduite par son style. Mais a-t-il la volonté d'en disposer de cette puissance ? Veut-il vraiment la révolution, la véritable révolution ? Est-ce que finalement, comme beaucoup de gouvernants, il ne se contentera pas du pouvoir par manque de puissance ? Le désir de pouvoir étant toujours, chez Spinoza, proportionnel à l'impuissance d'agir. Quand je parle de révolution véritable, je fais référence à la mise en place d'un autre système politique et économique que celui qui a entraîné l'Arménie dans cette situation catastrophique. L'occasion est idéale et elle ne se représentera pas tous les printemps. C'est maintenant qu'il est possible d'être innovant,
d'oser faire différemment. Le nouveau Premier ministre est affairé à lutter avec des débuts encourageants contre la corruption. Il travaille aussi à la mise en place d'élections honnêtes. Des arrestations symboliques d'oligarques, on l'a dit, sont venues conforter cette tendance positive. Le pays nous l'a dit toutes ces années, il a besoin de tant de choses, parmi lesquelles plus d'égalité et de meilleures conditions de vie. Agir sur les racines de la révolte devrait consister à se lancer dans la bataille contre la misère. Mais le spectre des défis est plus large. Pachinian va-t-il par exemple mettre en place, enfin, une gouvernance soucieuse de l'avenir de la terre, de l'air et de l'eau d'Arménie? Cela passe par une vision écologique ambitieuse avec des applications concrètes et drastiques. Sinon, c'est tout le pays qui deviendra invivable. Veut-il combattre les oligarques parce qu'ils sont des concurrents directs à son pouvoir? Ou rompre véritablement avec ce système dans lequel les détenteurs de l'argent sont les maîtres du pays? Au contraire, si Pachinian fonce à bras ouverts vers un libéralisme encore plus poussé, c'est toutes les structures nationales, culturelles et même spirituelles qui seront gravement altérées. Soyez raisonnables, faites confiance aux puissances de l'argent et à la cupidité pour assurer le bien commun, nous dit sans cesse le libéralisme. Avec lui, soyez certains que vous aurez la Wi-Fi et des écrans géants partout à Yerevan. Le marketing et la marchandisation et tout ce qui annonce à longueur de journée « soyez raisonnables » s'occuperont quant à eux d'anesthésier pour longtemps l'esprit de révolte du peuple arménien. Voilà qui serait finalement peu raisonnable et très irresponsable. Pour finir, si être raisonnable, c'est s'accommoder des injustices, alors il ne faut pas succomber à ceux qui en formulent l'injonction. Mais dans la situation présente, être authentiquement raisonnable, c'est combattre les injustices et se méfier du pouvoir. Alors, dans ce cas seulement, soyons raisonnables. Merci beaucoup pour cette belle chronique qui, je trouve, résume très symboliquement tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci à vous trois et merci à toi, Caro. à la prochaine.